L'écologie, il n'y a personne qui la vit mieux que ceux qui habitent dans le monde rural. On la vit chaque instant. On observe les changements, on observe les habitats, les pratiques agricoles. Tout ça, on l'observe, on le vit en fait chaque jour. Pour moi, la campagne, c'est l'écologie. Honnêtement, j'aurais jamais pu rester toute ma vie en ville ou autre. Moi, initialement, je n'étais pas issu du monde de la chasse. Mon père n'était pas chasseur. Mes deux grands-pères étaient chasseurs, mais je ne les ai pas connus en activité. J'ai accompagné un ami à mon père qui m'avait proposé. Donc une sortie, puis deux, puis après tous les samedis, tous les dimanches. Si demain on vient m'interdire la chasse, j'aurais plus le même intérêt et plus cette même vision de la nature. Je laisserai l'aménagement à ceux qui me l'auront interdit. C'est la Saint-Luc aujourd'hui. C'est une date mythique dans l'esprit des chasseurs de palombes, puisqu'on dit à la Saint-Luc le grand truc. Les oiseaux vont arriver de là. Ils vont arriver, et puis ils vont arriver sur cette butte. Hop, tu vois les oiseaux là? Ouais. Ça sont des grives, ça. Et leur intérêt, c'est de passer où c'est le plus facile. Alors je dis la palombe, mais on dit aussi le pigeon ramier. Ouais. C'est la palombe parce qu'elle a un côté mystique. Est-ce que la chasse, ça peut être un bon moyen de s'insérer dans un territoire? Oui. Oui, bien sûr. Parce que la chasse, c'est souvent le premier et des fois le seul réseau social de la commune. Et l'AccCA présente ces deux intérêts, c'est-à-dire que, eh bien, on peut chasser en Limousin pour une somme, on va dire, tout à fait raisonnable, comparativement à d'autres secteurs en France. Cette accessibilité, cette convivialité. Et on essaie de la cultiver, justement, c'est le rôle de la fédé. La fièvre, elle monte, là? On va dire qu'on est à 38 degrés Celsius, mais elle va monter lorsqu'on va voir les oiseaux qui vont commencer à frémir sur l'horizon. Il y a des chasseurs qui disent moi je chasse parce que c'est utile. C'est un faux débat. C'est un faux argument. C'est même contre-intuitif. On va à la chasse parce qu'on va y prendre du plaisir. Et le plaisir que l'on prend apporte des bénéfices écosystémiques. Là, ça c'est une grive qui est passée. Elle était tirable. Donc moi je dis, on va à la chasse. Bonjour Dédou. Bonjour, tu vas bien? Alors, 1,15 €, merci Dédou. Ouais. Chez Dédou, c'est combien la carte quand tu habites sur la commune, Dédou? 55 €. Pour pouvoir chasser du 1er juin au 31 mars? Voilà. Et chasser tous les samedis, dimanches? Tous les samedis, dimanches. Tu es le seul du département. Elle y est depuis 71 et à mon avis, en France, il ne doit pas s'en compter sur tous les doigts de la main, je pense. Il est là, et puis il y a un invité non chasseur. Mais vous verrez, de toute façon, il faut le mettre avec Jacques et il n'y a pas de problème. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, vous aussi? Ça va très bien, ça va très bien. Vous êtes chasseur, vous, ou pas? Non. Et vous avez un adjoint chasseur? Oui, mais autour de la table, il y a plusieurs élus qui sont chasseurs. Oui. Ce qui est normal. Oui. On est dans une commune rurale. Oui. La chasse fait partie de la tradition et je respecte. Tu me fais voir tes médailles? Oui. Ah oui. C'est, disons, la plus haute de la Fédération des chasseurs. En 2009, celle-ci. Et la photo, c'est quoi? Ah ben, c'est quand j'étais jeune. La chasse, c'est ma passion. Ce que j'aimais faire le matin de bonne heure, aller faire les pieds. Mais le sanglier, voir comme ça, c'est super. J'avais un chien, un teckel. Oui. On laissait mon mari d'un côté, moi j'allais de l'autre, et puis on se retrouvait dans les bois. C'était super. Mais dis donc, j'ai une question à te poser. Oui. Ils me disent le film 100 ans de chasse en Haute-Vienne. Oui. Mais toi, Non, ça fait que la moitié. t'es un petit joueur en fait, t'as fait que la moitié. Oh oui. Oh oui, oui. C'est normal qu'on me demande de faire un film pour rendre hommage à des gens pudiques? Bon, oui, moi ça me gêne pas, mais enfin, bon, disons, je suis un peu timide, moi, c'est pas habitué. On est plus habitué à parler entre chasseurs. Ouais. C'est quoi la richesse pour toi?
c'est tout. On est bien là. Ce que je vois toujours, c'est mon père se promener sur sa propriété, repérer un arbre qui avait poussé, aller cueillir des noisettes. C'était cette image-là quand même. Et il y avait un vieux chasseur qui était un voisin qui était spécialisé dans la caille, parce qu'on avait encore beaucoup de cailles naturelles à cette époque-là. Et je me rappellerai toujours la première fois que je l'ai vu revenir le jour d'ouverture, il avait un filet dans sa gibecière, il avait une pleine poche de cailles, et il a sorti de sa gibecière 2 cailles, et puis il me les a données, il me dit tiens, tu les mangeras. Et voilà, c'est comme ça qu'on devient chasseur. Je me suis dit, putain, un jour, il faudra que j'essaye de tuer les cailles moi-même. C'était une période où les fédérations recherchaient des techniciens pour essayer de mettre en place une nouvelle politique de gestion des espèces gibier, essayer d'impulser un nouvel élan de la chasse. Et donc, il y a un poste qui s'était ouvert à l'époque comme éleveur de perdrix à la Fédération de la Haute-Vienne. Et donc, j'ai pris ce poste. L'origine de la chasse en Haute-Vienne, c'était la chasse au chien courant du lièvre, c'était le gibier le plus recherché. Le plus pratiqué, c'était la chasse du lapin au chien courant, parce qu'il était abondant et était présent sur tout le territoire. Et pour la chasse au chien d'arrêt, c'était surtout la perdrix rouge. Je pense sincèrement que si on, je ne l'imagine pas, mais si on venait à supprimer brutalement la chasse, il y a des gens qui perdraient le goût de la vie. Moi, j'irais jusque-là, oui. J'en suis à peu près certain. Enfin, ce serait un choc psychologique assez brutal et difficile à surmonter. Devant servir à l'inscription des délibérations de la Fédération départementale des chasseurs, pêcheurs et aquiculteurs. En 1924, oui. C'est impressionnant. Hein. On chassait pendant la guerre? Non, il n'y avait pas de chasse, mais on chassait au glace-pierre. Il y avait beaucoup plus de culture. Il y avait tous ces petits cultivateurs, je disais, ces jardiniers de la nature. Celui-là, il date de 66-67. Le prix de la carte a été fixé à 15 francs. C'était des francs chassés. Le gibier de base, bon, je ne parle pas de lapin, mais c'était le lièvre. Il n'y avait pas le grand gibier à cette époque. Qu'est-ce qu'on va faire les premiers chevreuils qu'on a tués, qu'est-ce qu'on fait de ce premier chevreuil? Et je me rappelle, le premier, c'était moi qui l'avais tué. Mais j'avais été content, je pouvais porter un chevreuil à la maison de retraite, ils étaient contents. Même les quelques sangliers qui passaient, ils avaient de ces dos de chèvre, là. Ils n'étaient pas gras comme ceux de maintenant. Ah non, c'était des vrais, oui. Je pense que mon grand souvenir, c'est quand je suis rentré à la Fédération en 85. Parce que pour moi, je passais d'une ACCA, petite chasse de 50 chasseurs, dans une organisation qui était très bien structurée et qui donnait la bonne parole à toutes les ACCA. Et puis le final qui est pour moi, effectivement, quelque chose d'important, mais tout à fait satisfaisant de voir ce qu'on a pu faire d'une grange où il restait quelques bottes de foin et qu'il n'y avait plus rien, qu'on a fait la maison de la nature qu'on connaît aujourd'hui. J'ai suivi les travaux aussi, bien sûr. Et franchement, c'était une grande satisfaction de voir cette réalisation se faire et qui aujourd'hui est au cœur de la ville de Limoges, au bord du parc du Jura. Moi, j'ai arrêté l'année dernière parce que l'âge, parce qu'il faut laisser aussi la place aux jeunes. Mais c'est vrai que c'est quand même une grande émotion. Vous chassez toujours? Je pense que c'est ma dernière année. J'irai dans mon pré là-bas, avec le siège, je peux avoir quelques pigeons, c'est tout, mais je ne peux pas. Quand j'ai marché 200 mètres, je suis fatigué. Quand je serai dans la boîte bien allongé, qu'est-ce que je passerai peut-être à mes derniers souvenirs. Et c'est pour bientôt. Mais non. Hop. Ah. Qu'est-ce que vous croyez? Que je vais venir centenaire? Ouais. Oh, allez, c'est la passe. Fédération des chasseurs Delphine, bonjour. Oui, Anthony, oui. Ça va et toi? Du moment où vous leur dites que vous chassez, déjà, il y a le sourire jusque-là. Maintenant, ils le savent. Mais c'est vrai en plus. Une marque de respect? Je crois, ouais.
C'est pas. On dit toujours que y a certaines personnes qui pensent que les femmes n'ont rien à voir avec la chasse, mais moi je rencontre beaucoup de messieurs qui, au contraire, sont contents de savoir qu'il y a des femmes qui viennent à la chasse. En 6 ans, j'ai réussi à tuer un sanglier parce que je tirais toujours trop fichant. Donc ça passait toujours sous le ventre. Puis un jour, je sais pas, il doit avoir le ventre plus gros, j'ai réussi à l'avoir. Ça vous a rapproché de votre père? Oui, ça c'est la plus belle des choses. Ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit de passer mon permis. Jamais. Et quand je lui ai dit oui, le soir je suis arrivée, il y avait la bouteille de champagne, tout. Oui, on a arrosé ça, oui. Aussitôt fait. Oui, il m'a offert mon premier fusil. Je crois que c'était le sien et lui il a pris celui de mon grand-père. J'ai perdu mon oncle, il avait 33 ans à la chasse, il s'est fait tuer à la chasse. C'était le jour où son épouse avait passé son permis de chasse et était venue avec lui. Mon père m'avait promis de m'amener à la chasse ce jour-là. Et quand je l'ai vu arriver, je pensais qu'il venait pour me chercher, et en fait il venait pas pour me chercher. Il venait au final pour annoncer une mauvaise nouvelle. Quand je forme des gens pour le permis de chasse, j'ai l'impression de rendre service à la chasse. Non. Réouvre ton fusil. Doucement, doucement, doucement. C'est la crosse qui bouge, c'est pas les canons. Alors, une petite remarque. Tu as mis ton doigt bien assez tôt. Ouais, pas tôt. D'abord en épaule, ensuite on vise, et en 3, on sort son doigt. D'accord? Voilà, c'est impeccable. T'as vu, t'as le temps de tout faire. Pourquoi vous faire un permis à 0 €? On a perdu 5000 chasseurs en 20 ans sur le département. Donc on a un cruel besoin de renouveler les effectifs, effectivement. Est-ce que les femmes apprennent mieux? Joker. Mieux, c'est pas le mot. Je pense qu'on est peut-être plus attentive. Les garçons, pour eux, c'est peut-être, entre guillemets, un petit peu plus naturel de venir à la chasse que pour les femmes. Donc, on se met une barrière supplémentaire et un cran supplémentaire en se disant, il faut qu'on y arrive, quoi. Il n'y a pas le choix. Ça fascine, les armes? Ah oui, oui. Oui, les femmes en particulier. Quand une femme vient avec ou un chasseur ou un tireur, les yeux sont plus les mêmes. C'est pour ça qu'il n'y a aucune arme de chargée dans l'armurerie. Celle-ci, c'est l'arme de chasse que Pascal utilise pour aller à la bécasse. Une arme à poudre noire. Donc il s'amuse à recharger à poudre noire. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait, mais il l'a déjà fait. C'est l'armurerie, ma passion, pas les armes. L'armurerie, c'est le monde complet, c'est les clients, c'est les armes, c'est mettre les mains dans la graisse, c'est papy qui vient pour rien acheter du tout et parler pendant 2 heures, c'est se couper avec un couteau qu'on vient d'affûter pour un client, c'est avoir un gamin qui rentre et lui vendre son premier opinel parce que son père vient lui offrir, ça peut être plein de choses. Il faut savoir quand même que le fusil, c'est une arme qui est destinée à tuer. Donc on ne peut pas la mettre entre les mains du premier venu sans formation. Un jour, alors qu'on chassait ensemble, il m'a avoué qu'il avait une balle qui lui avait déchiré la manche. Et ce jour-là, j'ai dit, il faut que je trouve quelque chose. Et on a inventé le gilet orange que l'on voit partout aujourd'hui. C'est quoi le but en fait là? Le but c'est d'essayer d'accrocher les vols qui passent, les vols qui viennent direction en principe nord ou nord-est. Elles vont essayer de nous passer dessus ou à côté. Et avec les pigeons qui vont être sur les raquettes, depuis en haut dans la cabane, j'actionne des manettes, ça leur fait battre des ailes et elles viennent. La palombe, c'est un oiseau qui a l'instinct grégaire et qui cherche à se rassembler, donc elles viennent avec les autres, quoi. Et on ne tire que posé, on ne tire jamais au vent. L'année dernière, moi j'ai compté plus de 50 000 palombes qui nous sont passées sur la tête.
Et t'en as tiré combien? Pour un prélèvement de 250. Alors j'ai des pigeons voyageurs, j'en ai là-haut, qui me servent de volant. Et ça, ce sont tous des bleus de Gascogne. Alors des fois j'en élève. Oui, parce qu'à la maison, j'en ai plus de 50. Bah bien sûr. Donc... C'est vrai qu'elle doit être contente, ta femme. Faut pas que je me plaigne. On est parti. Allez les gars, on monte. Alex. Il y en a qui viennent, il y en a qui viennent. On se vole à droite. On le vole à droite. Je baigne dans la chasse depuis que je suis tout petit et j'ai découvert le monde des fédérations assez tôt, quand j'avais 15 ans, à l'occasion d'un stage. Là, si on n'est pas passionné à 200%, on peut pas travailler dans ce domaine. C'est pas possible. On va baguer des oiseaux, des faisans F2, pour les lâcher sur des territoires qui sont en plan de gestion faisans. Donc qui sont dans l'objectif de réintroduire une population naturelle de faisans communs. C'est pas des oiseaux qui vont être lâchés pour être tués. Ouais. Là, on est sur des oiseaux lâchés pour créer un noyau de population, avoir ce noyau et développer une population naturelle sur un territoire bien précis. L'intérêt, il est commun, qu'on soit chasseur ou non chasseur, l'intérêt, il est commun. L'idée, c'est d'avoir une biodiversité la plus importante possible. Donc ça a fonctionné. Dès la première année, on a vu quelques compagnies et là, on en voit de plus en plus d'oiseaux qui sont nés et qui vivent sur le territoire et qui s'élèvent sur le territoire. Et là, on est à la chasse ce matin. Ça n'a peut-être pas l'air, mais on est déjà à la chasse. Il ne faut pas convaincre, il faut expliquer. Et quand on a des gens qui sont de bonne volonté et un peu ouverts, un minimum ouverts, c'est assez facile d'expliquer que ce qu'on fait là, c'est de la chasse, mais c'est pas sanguinaire, c'est pas barbare, c'est pas de la boucherie, c'est pas de la tuerie, c'est tout le contraire. Il faut travailler ensemble. Ça sert à rien de travailler chacun sans compter, c'est stérile. Et moi, j'interviens d'ailleurs, je prends du temps pour intervenir dans les écoles, sensibiliser les enfants au monde de l'apiculture, parce que le monde de l'apiculture, ça tourne aussi la flore, c'est-à-dire planter des haies. Ça sert aux abeilles, mais ça sert aussi aux petits gibiers, aux faisans, aux perdrix, aux cailles, aux lapins. Pareil, la fédération de chasse, où aujourd'hui on parle d'une maison de la nature, ça a complètement changé et aujourd'hui je m'y retrouve. La chasse que j'adore, c'est la chasse à la bécasse, honnêtement. Et c'est dans le plein milieu de voir le chien, comment il réagit avec la bécasse et voir la bécasse s'envoler. Et là, ben voilà, ma journée elle est bien passée. En fait, je pense plus de temps à prendre les photos, le chien à l'arrêt, je pense, et prendre la GoPro, voir les actions Et honnêtement, même j'arrive à chasser son fusil. Le bonheur dans la chasse, c'est le chien. Hooligan. C'est toujours Hooligan. C'est le chien qui m'a transmis son amour pour la chasse. Le chien, il est amoureux de la chasse. C'est un amoureux de la chasse. Oh bah forcément, toujours, quand on fait rien de mal, qu'on est au bord d'une route, qu'on essaie de récupérer un chien, de se faire klaxonner ou de demander à une voiture de ralentir parce qu'il y a des chiens qui traversent, qui accélèrent et qui te tapent ton chien. Effectivement, il y a des choses qui te blessent énormément. Hein. Énormément. J'ai vu mon chien se faire écraser par une personne. Hein. L'année dernière. On avait fait arrêter les deux voitures. Il y en a une qui était encore plus loin, qui n'a pas accepté d'être ralentie, qui est arrivée, qui a vu la chienne au milieu de la route et qui a accéléré. C'est facile, hein. C'est facile quand on est dans une voiture. J'ai perdu des chiens. J'ai perdu des chiens, ouais. Et là, on se sent coupable. Non seulement on se sent coupable, mais on se sent égoïste. On essaye, à travers la passion qu'on peut avoir et le plaisir qu'on ressent de la sortie du samedi et du dimanche, que le chien puisse avoir les mêmes résolutions que nous. Et ça, c'est une forme d'égoïsme, que parfois je ne me pardonne pas.
Moi, je suis éleveur sélectionneur de chiens courants, mais la particularité de mes chiens, ce sont des rapprocheurs. Alors, rapprocheur, c'est un chien qui travaille des voix de la nuit en criant sur la voix. Mais j'ai réussi maintenant, grâce à la sélection, à faire des chiens spécialisés dans le sanglier et uniquement dans le sanglier depuis le départ. Vous pouvez lui faire une confiance absolue. S'il refuse de chasser alors que d'autres chassent, c'est que ce n'est pas l'animal recherché. Mais c'est ça la passion, c'est ça un aboutissement. Je mets des chiens au travail et c'est leur plaisir à eux. Par contre, lorsqu'ils travaillent, moi je suis spectateur de mes chiens. Mon inquiétude première, pour moi personnellement, c'est lorsqu'on chassera sans notion de recherche. Ça veut dire qu'on va former des tireurs, mais plus des chasseurs. Un chasseur, il chasse avec la notion de recherche du gibier. Dans la feuille, quoi. Ah ouais, t'es Robin des Bois. Avant de partir, on regarde le sens du vent pour que les animaux nous repèrent le moins possible. On leur réapprend à des choses primaires pour essayer de contrer l'instinct animal en fait, hein, qu'on puisse s'approcher au plus près. C'est le fait de revenir aux sources aussi qui fait qu'on est bien, qu'on est apaisé et qu'on profite encore plus, je trouve, de ces moments de chasse. Quand on va prélever un animal, il y a vraiment un respect qui se fait et on est redevable par rapport aux animaux qu'on prélève, effectivement. Oui. Tu t'es posé la question de savoir si tu avais le droit de tuer un animal? La question difficile. On n'est pas obligé de prélever un animal pour passer un bon moment. Et généralement, ne pas tirer, c'est aussi un acte de chasse. Ouais, il faut se reconnecter à tout ça, je pense, et que les gens soient plus proches des territoires pour vraiment savoir de quoi ils parlent. Il ne faut pas l'oublier. Si tout le monde veut vivre en bonne harmonie, il faut que tout le monde puisse comprendre tout le monde de toute façon. On n'a pas de choix. Moi, j'aime pas forcément qu'on se cache trop derrière l'argument les chasseurs connaissent la nature, la sentinelle de la nature. Les gens, malgré tout, ils prennent plaisir à y aller. Ils prennent plaisir à se lever à 6h du matin. Un bénévole qui se lève à 6h du matin pour aller faire les pieds de sanglier et être à 8h au poste dans le froid quand il pleut. On peut dire que c'est de la régulation, mais à un moment, c'est qu'il y a du plaisir qui est là aussi. Tu vas voir, aujourd'hui, on chasse qu'avec des petits chiens. On est tous éleveurs. Là, tous ceux que tu vas voir à la traque, on est éleveurs de chiens, mais que personnellement pour nous, quoi. Quand on dit fier d'être chasseur, c'est fier et chasseur en fait. Ouais, c'est ça. Non mais là il y a ce temps qui commence à chauffer un peu, les chiens ça va être dur, surtout à la ronce c'est super dur en fait. Ici t'es à ras-le-bord. J'en vois 2 partir, dont un de 70 kg mais roux. Moi je vois plus souvent des techniciens de la fédération pour faire des comptages d'animaux ou surveiller la biodiversité que des gens des organismes privés écologiques ou des choses comme ça. Si, ceux-là, on les voit que quand il y a des projets photovoltaïques ou des projets éoliens. Mais après, quand il s'agit de gérer la faune sauvage, il n'y a personne, ils ne sont pas là pour gérer la faune sauvage. On les voit jamais, ils ne savent même pas ce que c'est. And fireflies went to and fro. As we sat back in the afterglow. Voilà, il s'est levé.
Donc là, c'est lui, là. Là, c'est lui qui jappe. Là, je suis heureux. Ah, moi, quand on me parle de sanglier, le chien, puis là, je l'entends, il m'a fait ma journée. Ah, touché, t'entends fouiner. Eh, Titan, viens. C'est un art populaire, la chasse? Ça a été un art populaire. Je ne sais pas si ça va le rester. Vous faisiez quoi comme métier? Agriculteur. C'est QFD. Vous avez fait le plus beau métier du monde, vous le savez. Non, j'ai fait quelque chose qui me plaisait. La chasse du lièvre, moi quand j'ai commencé, c'était intéressant parce que on cherchait le lièvre avec des chiens courants. Et on savait où il passait et on en allait au-devant et les chiens ils lâchaient pas le lièvre. Tandis que maintenant, on lève un lièvre, au bout de 5 minutes, ben, qu'est-ce qu'il y a devant les chiens? Un chevreuil. Oh, il est pas très vieux, depuis que je suis jeune. C'est le Fabarme, oui. Golden Matic. Made in Italy. C'est quoi ton plus beau souvenir de chasse avec lui? Avec mon père? Ouais. C'est, je sais pas, parce qu'il y en a tellement que si, il y a un jour, on est parti à la chasse et on est revenu chacun avec un lièvre. Le jour de Toussaint. On est allés tous les deux à la chasse et on a tué chacun un lièvre. Et on est parti à midi moins le quart et à midi et quart, on est revenus tous les deux, chacun avec notre lièvre. Ouais, je vois le bois encore où c'était, la chance. Et on était contents, très contents. Est-ce que tu as hésité de temps en temps à tuer un animal? Des fois, oui. Oui. Parce que je trouve que des fois, un animal, un renard qui s'en va dans le champ, que tu vois, c'est une belle bête. Et puis elle ne demande rien à personne, cette pauvre bête. À part quand elle tue des animaux, quoi. Oui, en plus, c'est bien. Ouais. Toi, tu étais coiffeuse. Ouais. Et maintenant, tu es devenue chasseresse. C'était parce que les clients t'emmerdaient trop avec les coupes de cheveux. En évitant tout ce qui est pesticides, on revoit revenir un peu de gibier. Si on a de la chance, on peut tomber sur des cailles sauvages. Chose qu'on voit plus beaucoup, quoi. Il y a toujours eu des renards chez nous, mais c'était régulé parce qu'il y avait ces chasseurs de petits gibiers qui faisaient qu'ils arrivaient à réguler tout ça. Par contre, on est en train d'oublier que c'est un loisir, hein, à la base. Ouais, le chasseur est tueur. Ouais. De toute façon, c'est l'image qui reste. Hein. Comme l'éleveur. L'éleveur, c'est un tueur. T'es bête, tu les fais monter dans un camion et partent à l'abattoir. C'est un tueur. Mais c'est un éleveur aussi. C'est un éleveur, au départ. Mais c'est vite oublié, ça. Ce qui te reste, c'est l'image du tueur. C'est pas l'image de ce que tu as fait avant. Chaque fois qu'on a une naissance, on a toujours le même sentiment. Hein. On s'habitue pas à ça. Et oui, j'ai deux défauts. Ouais. Je suis agriculteur et chasseur, ouais, c'est vrai. Mais j'assume, mais alors, parfaitement. Aucun problème avec ça. La Chambre d'agriculture, elle est liée avec la Fédération de chasse des chasseurs. On travaille énormément ensemble parce que c'est une association d'écologie et c'est même l'association écologique centrale.
C'est des gens qui sont au cœur du terrain et qui savent profondément de quoi ils parlent. Donc nous, on est associés à la FDC dans ce sens-là pour travailler ensemble dans la cohésion sur le terrain entre ceux qui vivent de l'agriculture et ceux qui ont une passion de la chasse. Donner la vie, c'est le plus beau métier du monde. Vous faites naître un veau, vous faites germer des graines, vous avez des fruits et compagnie. C'est du temps long, c'est admirable ce qu'on fait. C'est admirable. Et que des gens nous fustigent, ben ouais, mais après, il faut aussi que certains nous protègent. On ne peut pas toujours être attaqué sans qu'on soit protégé. Mais je pense qu'en attendant que les gens nous protègent, soit on sera capable de s'unir et de s'allier pour attaquer ceux qui nous attaquent, parce que moi, je ne sais pas m'adapter à la mort en fait. Et là, ces gens-là, ils veulent notre mort. Est-ce que globalement, le Français a une mauvaise image des paysans et des chasseurs? Moi, j'en suis pas persuadé. En fait, on a laissé filer ce qu'on devait faire, le monde agricole et le monde de la chasse. Parler de la nature et de l'environnement. Parce qu'en fait, c'est nous qui avons façonné ce monde-là. Voilà. Avec les forestiers, il ne faut pas l'oublier. Et on a honte d'expliquer ce qu'on fait. Parce que nous, ça nous paraît naturel. Il y a une incompréhension entre le Vers et la ville? Je crois pas. Je crois pas. La forêt est devenue un enjeu politique. Nous sommes imprégnés de situations extérieures, l'Amazonie, la forêt boréale, et toutes les études environnementales portent là-dessus. Et de ce fait, on importe ces notions, alors même que notre biotope n'a rien à voir. Aujourd'hui, de quoi avons-nous besoin? Non pas de mettre sous cloche la forêt, mais au contraire d'avoir une gestion dynamique pour stocker plus de carbone. Au début du siècle, il n'y avait que 5% de forêt. Et sur le plateau de Millevaches, par exemple, dont on parle souvent, le taux de boisement était entre 1 et 3% du territoire. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes en Haute-Vienne à 26% de taux de boisement et 33% au niveau de la région, avec des zones comme celle-ci où le taux de boisement est aux alentours de 80%. Une clairière au milieu de la forêt, quelle que soit la densité des animaux, les animaux vont venir. Bien, vous voyez par exemple, ici, les frottis de chevreuil. Vous voyez, ils ont pelé complètement le tronc. Ah ouais. Hein, vous voyez? Ah ouais, d'accord. Moi, je suis un producteur de nature en tant que forestier. C'est un peu différent du cueilleur qui n'a pas de vision historique et qui ne se projette pas sur l'avenir. La forêt, c'est quoi? Ben, c'est un endroit où je vais chercher des champignons, où je vais courir. Ah oui, il fait le raccourci. L'endroit où il va chercher les champignons, c'est sa forêt, c'est son ses bois. Tu as coupé mes bois. Alors que c'est pas un bien commun. Les gens, ils savaient que la forêt, comme leur jardin, c'était une source de revenus. Ils allaient couper les bois morts pour se chauffer. Quand l'arbre était à l'âge adulte, ils faisaient venir un exploitant forestier. Tu me couperas, j'ai 10 arbres là, ils sont beaux, je pense que c'est temps de les couper. Et les gens ont oublié ça et ont oublié le sens de la forêt et le rôle de la forêt. Les gens s'en éloignent. Aujourd'hui, il y a des obligations dans les constructions de mettre un certain pourcentage de bois. Donc les gens veulent tout construire en bois. Et de l'autre côté, les gens ne veulent pas qu'on coupe de bois. Nous, c'est le bois en fonction des qualités qu'il a qui oriente les débits et pas le contraire. On respecte la nature. Moi, je chasse pas. Mais je veux dire, aujourd'hui, il y a un rôle du vivre ensemble. À un moment, si on coupe un taillis de châtaignier au milieu d'un massif forestier, ou un taillis de châtaignier d'1 hectare, tous les jours, il va y avoir 20 chevreuils qui vont aller et qui vont prélever, couper le bourgeon terminal du taillis de châtaignier, qui ne fera jamais du beau bois et qui a des chances de mourir. Il faut des chevreuils, mais il ne faut pas une surpopulation de chevreuils. Là, on va faire un comptage de nuit, c'est-à-dire qu'on va parcourir un circuit qui est défini depuis de nombreuses années. Et donc du coup, ce système de comptage donc par circuit où on éclaire nous donne un nombre d'animaux qu'on divise ensuite par le nombre de kilomètres et ça nous donne un indice. Ah ouais. Il y a 2 cerfs. L'autre est plus beau, hein. Enfin plus de bois. Chevreuil là. Biche et fan. Ah ouais, putain, dément. Là tu dois avoir... Ah, qu'est-ce que c'est beau. C'est majestueux, regarde. Allez,
Faut arrêter de les éclairer, faut passer à autre chose. Jaune et la maman derrière. Oh là 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 là, c'est majestueux. Tiens, regarde. Vite. Il y a un renard. Les écologistes ont cherché de la facilité en disant faut rien tuer. Mais je me dis écolo, oui, je protège toutes les vies, mais tout le monde. Les vies des faisans, la vie des lièvres. L'imaginaire, c'est quand on rentre le soir, après les comptages, on ne peut plus fermer les yeux. Il est là, l'imaginaire. On retrouve toutes les images qu'on a vues. Moi, je rentre de comptage, je suis incapable de fermer un œil. Si, il y a bien des cervidés là-dedans. Là, il y a un cerf ici, là. Je le vois. Après, c'est des biches. Il y a un autre cerf. Là, il y a un autre cerf. Sans déconner. Le Saint-Cerf, ça. Et il ramène tout le monde au bercail. Hein. Et celui-là, il va falloir qu'il s'en aille. Une telle densité, en 1h30, vous ne pouvez pas le voir. On a un privilège. Ouais, t'as un bon maboule comme j'aime, quoi. Je me souviens du premier comptage qu'on avait fait au phare, sur la Saskatchewan. À l'époque, il se disait, il n'y a plus de lièvres. Et on était revenu, on avait vu 27 ou 28 lièvres. Oh, et on était au mois de février. La chasse était fermée. Et les chasseurs étaient stupéfaits qu'ils avaient perdu de l'aptitude à chasser le lièvre. Vous, votre patron, c'est le préfet. Tout à fait. Et le patron du préfet, c'est... C'est le ministre, voire le président de la République. Le président de la République, hein. Le président de la République actuel a quand même proposé pas mal de choses, lui-même, personnellement, en faveur des chasseurs. Ouais, mais ça, c'est parce que ça fait élire. Parce que ça fait élire les chasseurs. Je ne sais pas. Quand on demande aux chasseurs, que ce soit le blaireau ou même le sanglier, de chasser beaucoup plus, de faire du prélèvement, de faire la prévention, ça peut devenir une contrainte, quoi. C'est là où le danger est important, hein, vis-à-vis de la continuité de la chasse et de garder les chasseurs. C'est vrai. Ah si, voilà. Voilà. Alors je vais te dire qu'ils sont fréquentés. Là, tu vas voir quelque chose de fréquenté. Là, tu vois, il y a une présence d'animaux, là. Ah ouais, c'est pas du tout pareil. Effectivement, ils peuvent y aller. Un blaireau, ça peut faire 10 km dans la nuit. Jusqu'à 10 km pour chercher la nourriture. C'est vraiment un animal qui est beau, qu'il faut respecter et tout. C'est joli, un blaireau. Mais par rapport à ça, il faut quand même, si tu veux, réguler l'espèce. Parce que si on ne la régule pas, automatiquement, comme ça se fait dans beaucoup d'espèces qui n'ont jamais été régulées, tu as une maladie qui arrive. Parce qu'il faut savoir que le mot nuisible a changé, ils t'en ont parlé. Maintenant, c'est plus des nuisibles, ce sont des ésodes. C'est des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. E-S-O-D. Il y a des relations à avoir avec les associations de protection de la nature. Il faut les entendre, il faut leur expliquer les choses. On devrait pouvoir y arriver. C'est pas facile, parce qu'on a pris un peu de retard malgré tout. Il faut reconnaître qu'on a pris du retard dans l'explication de cette chasse au blaireau, parce que c'est de la chasse. Quoi, c'est-à-dire qu'avant on empoisonnait le blaireau? Ah, on empoisonnait le blaireau, tout à fait. Et le blaireau, si tu veux, comme il était nuisible, le poison était autorisé. Il a été interdit en 88 et c'est pas dommage. Et il faut savoir que c'est en partie grâce au déterreur que le poison a été interdit. Parce que le poison, en aucun cas, si tu veux, c'est une méthode de régulation efficace dans la mesure où il n'y a aucune sélectivité. Il va falloir comprendre après que le dégât de blaireau n'est pas pris en compte par la loi d'indemnisation. Il n'y a que les dégâts de grand gibier, donc sanglier, cerf, chevreuil qui sont pris en compte. Là, on ne travaille pas tout à fait dans le même cours, donc oui, on fait beaucoup d'humains. Hein. Si tu veux, c'est essentiellement du service public bénévole. Pourquoi il y a une réaction des chasseurs aujourd'hui plus qu'avant? Parce qu'il y a une réaction aussi des opposants plus qu'avant. Si les gens deviennent émotionnels par rapport à une espèce animale plus que l'être humain, il y a sans doute une raison quelque part. Je pense que c'est une raison de revenir à la nature. Enfin, ils ont plus confiance à l'animal qu'à l'être humain. Pas faux non plus. Tu as différentes choses qui ont été faites, si tu veux, pour que le grand gibier se développe de façon énorme, y compris par l'intermédiaire des chasseurs du moment qui ont fait qu'ils l'ont géré. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de le gérer pour monter la population. Et dans des endroits, maintenant, ils sont obligés de le gérer pour diminuer la population. Mais t'as peur que ton savoir-être et ton savoir tout court disparaissent? Je désespérais. Je suis resté
plus de 20 ans, je me souviens plus de 20 ans, en tant qu'administrateur à la Fédé de la Haute-Vienne. Donc je désespérais quand même de voir des jeunes comme Antoine ou comme Julien. Je m'aperçois qu'il y en a quand même quelques-uns, mais ils ne sont pas nombreux, ils sont beaucoup moins nombreux que nous où on était. Mon rapport sur l'animal, il est énorme. C'est toujours dans ma tête. Hein. C'est toujours dans ma tête. C'est celui-là. Je pense pas qu'avant les gens se permettaient de juger autant les choses qu'ils connaissent pas. C'est bête à dire, hein, mais ces gens-là, et on leur montre un chevreuil et une biche, il n'y en a pas un qui sait faire la différence entre les deux quasiment. Donc, alors qu'il y a un animal qui fait 20 kilos et puis l'autre qui en fait 120, quoi. Mais c'est ce que les gens disent, on n'a pas besoin d'aller à la chasse pour avoir de la viande, mais bah, très bien, si toi ça t'arrange d'aller l'acheter au supermarché. Il y a des traces de chevreuil. On va attendre ici que le mâle sorte. Il arrive le gros broquin. Surtout ne bouge pas. Il est là. Yes! Yes, yes! Super broquin. Mais il nous a fait une belle chasse quand même parce qu'on était là. Et à 15 mètres près, on n'a pas pu le tirer. On va aller voir l'animal. Oh, il est magnifique. Il a une 8e pointe là, c'est rare. Il y a toujours une... Quand on vient de prélever un animal, toujours on se dit... petit sentiment, il y a des sentiments qui se mélangent un peu. On est heureux parce que c'est un super acte de chasse et puis c'est ce qu'on cherchait depuis un moment, c'est ce que je cherchais depuis longtemps de l'avoir, celui-là. Et on est partagé par le fait que il sera pas tranquillement dans la nuit chez lui comme il avait l'habitude depuis sûrement quelques années, je pense. Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais, de me demander un peu pourquoi je faisais ça. Ça fait une période où on réfléchit un peu, qu'est-ce que je fais, est-ce que ça me plaît, est-ce que c'est bien? Et on en arrive à se dire que c'est génial. Il y a plein de gens qui adoreraient ça s'ils savaient ce que c'était. C'est obligatoire. C'est pas parce que je fais ça que je suis différent. Je sais pas, je pense pas, non. Je pense pas. Quand on mange de la viande, on sait qu'à un moment on tue un animal. Donc si on supporte pas la mort d'un animal, on mange pas de viande, c'est tout. Nous sommes dans une situation où nous avons oublié tout ce qui était notre passé anthropologique. L'homme urbain se déconnecte petit à petit. En perdant le rapport quotidien à la nature, il se déconnecte complètement de la nature. Et la nature lui revient par la figure au moment des événements graves. Le deuxième menu, les trucs à commander. On a autour de nous des possibilités de changer notre mode d'alimentation. On n'a jamais été aussi nombreux et on n'a jamais été aussi cons dans la façon de s'alimenter. Cuisiner du chevreuil, c'est quoi ta première réaction? C'est des a priori. Ah ouais? Oui, c'est des a priori. Après... C'est comme on dit, la chauve-souris s'accroche dans les cheveux. Ce qui pour toi n'est pas un problème. Non, ça devrait aller. Le feu! Tuer le feu! L'écologie, c'est un mot moi, qui me parle vraiment. L'écologie politique, non. Elle me parle peut-être parce que je suis un Limousin, peut-être parce que on a appris des choses et dès lors que ces choses-là, tu les as pas en toi, tu les as pas vues, ben, elles peuvent te paraître étrangères. Ça devient magique parce que ça n'existe plus, mais au fond, encore une fois, là, c'est réutilisation du fil à couper le beurre. Hein. C'est Antoine qui a chassé la bête. Ce qui me gêne quand on parle de chasse et quand on parle de gastronomie avec la chasse, c'est que soudainement on a l'impression qu'on prend 50 ans en arrière et surtout qu'on s'adresse à une population qui est tout de suite vieillissante. They sing out here. In the dark before the cock-a-doodle crows and the freedom of daylight draws near.
Je pense que la difficulté que subit le monde cynégétique aujourd'hui au sens large, c'est très vrai chez nous, c'est qu'il n'y a pas eu forcément de passage de relais. Ça a changé depuis 10-15 ans, mais il y a 20 ou 30 ans, c'était pas spontané de promouvoir un jeune à la chasse. Ça ne doit pas être une activité d'autoconsommation. On ne doit pas se satisfaire de son propre plaisir. On doit être dans un truc où tu transmets. Donc il faut trouver son épanouissement et sa passion à travers tout ce qui va autour de l'acte de prélèvement. Parce que si c'est que l'acte de prélèvement, c'est quand même d'une tristesse absolue. Par contre, encore une fois, la chasse c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans mort. Et il y a trop de rejet sur l'émotion sans avoir aucun élément factuel et encore moins scientifique sur le sujet. Et donc moi ce que je trouve formidable, c'est que les fédés se dotent de jeunes gens, vous les voyez, c'est une jeune génération qui arrive, qui est intellectuellement ultra capée, qui est très diplômée et qui a des connaissances scientifiques majeures. Et si tu veux arriver à gagner, entre guillemets, le combat qui nous oppose à nos détracteurs au sens large, il faudra des éléments factuels et il faut s'ouvrir au grand public. Il faut amener les gens à découvrir ce qu'est le monde de la chasse. Je crois que ces gens qui défendent une nature sous cloche se cherchent toujours et essayent de s'attacher à une vocation un petit peu artificielle. Et aujourd'hui, c'est très chic de dire je suis écolo-bobo, je défends ceci, cela. Sauf que quand on dit mais va chercher ta paire de bottes, on y va. Mais on va dehors, on va dans la nature. Il faut être radical aujourd'hui. Soit on est anti, soit on est pro, mais on peut difficilement défendre des positions modérées. Je pense qu'on a une belle équipe à la fédération. Et je pense que c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance pour la chasse et puis c'est ce qui permettra de continuer à la défendre et à défendre les valeurs de la chasse. Chasser, c'est résister, quoi. Eh bien, à l'heure actuelle, oui. C'est un signe de résistance, quelque part. Ooh, I'm a slave to the moon. It's just what we do. Ooh, but I told him that